L'échauffement du jeudi 13 avril 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Moi, c'est FSP, Félix Sondé Pépéripé. Aujourd'hui, on parlera sport du côté de la RDC, on ira au Bénin, on ira au Cameroun, on ira également en Mauritanie, sans oublier, bien entendu, le Burkina Faso, l'Algérie et d'autres pays, bien entendu. Vous savez, cette émission fait le décryptage de l'actualité sportive sur le plan, disons, national, continental et international. Et j'ai à mes côtés Mehdi Caster, en commençant bien sûr par Théophile Hazard, bonsoir. Bonsoir Félix Sondé Pépéripé, bonsoir amis sportifs de One TV. Est-ce que je mérite réellement ce titre de Dicaster? Parce que Dicaster, pour moi, c'est déjà trop, Félix Sondé Pépéripé. En tout cas, vous le méritez bel et bien. Merci beaucoup. Et heureux de me retrouver également autour de ce plateau pour décortiquer l'actualité sportive dans le monde. J'ai le crédité, GPP pour les intimes, bonsoir. Bonsoir FSP, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de sacrifier une fois encore à la tradition et merci pour cette magnifique fleur d'entrée dans cette émission. On se fera le plaisir et le devoir d'opiner sur toutes les situations et bien évidemment les sujets prévus au menu ce soir. Bonsoir à tous nos amis panafricains qui nous suivent un peu partout sur le continent et au dehors. Mais attention, 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 notre invité, c'est un universitaire. Le docteur Émile Jules Abalo, il est professeur titulaire des universités, spécialité sociologie des organisations sportives. Suivons son portrait tout de suite avec Martial Amenke. Né le 20 mars 1954 à Ouidah, Émile Jules Abalo est un professeur émérite de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Il a été professeur titulaire des universités CAMES et a obtenu son doctorat à l'université de Bordeaux en France. Il a travaillé pendant de nombreuses années à l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Il a occupé plusieurs postes au sein de cet organisme de recherche, notamment en tant qu'enseignant-chercheur et directeur des études. Les domaines de recherche d'Émile Jules Abalo incluent l'éducation physique et sportive, la psychologie sociale et la sociologie de l'éducation. Au cours de sa carrière, Émile Jules Abalo a mené de nombreuses recherches dans le domaine de l'éducation physique et sportive en se concentrant sur l'analyse de ses activités et son application à la formation des enseignants. Il a publié de nombreux articles et ouvrages sur ces sujets et a également présenté ses recherches lors de nombreuses conférences internationales. Il a également joué un rôle important dans la formation de nombreux étudiants et enseignants dans ce domaine au Bénin et dans la région ouest-africaine. Émile Jules Abalo a également collaboré avec d'autres organismes de recherche et universités dans le cadre de projets de recherche en Afrique de l'Ouest. Conseiller technique au sport au ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs en 2007, il a été le directeur national du sport de masse au ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs en 2005. Il a également occupé le poste de directeur national adjoint du sport d'élite et a été le formateur des formateurs nationaux en entrepreneuriat. Le professeur Émile Jules Abalo a été un athlète de haut niveau spécialisé dans le sprint court, notamment les épreuves de 100 mètres, 200 mètres et du relais 4 x 100 mètres pour l'équipe nationale du Bénin. Il a participé aux 3e Jeux africains à Alger en 1978 ainsi qu'aux premiers Jeux de l'Afrique de l'Ouest à Lagos en 1977. De 1972 à 1976, il a régulièrement participé aux différents championnats scolaires et universitaires ainsi qu'aux rencontres sportives du lycée de Tokoin de Lomé et du lycée Béanzin de Porto Novo, anciennement Victor Balo. Père de 4 enfants, Émile Jules Abalo est animateur et chroniqueur sportif de la presse écrite La Nation, le confrère de la matinée, à la radio Tokba et à la télévision ORTB depuis 1993. Il a des passions culinaires, notamment le minchi qui est un plat traditionnel béninois. Il pratique également le jardinage et élève des poulets pondeuses. Il joue au tennis en guise de loisir. Sa devise est axée sur les valeurs de solidarité, de travail et de paix. Voilà, professeur Émile Jules Abalo, bonsoir. Bonsoir FSP, bonsoir Gilles Christaïté, bonsoir professeur. Théophile Hazard. Salut à tous et salut à toutes et bienvenue sur la team Diwan
une télévision à vocation panafricaine. Merci, professeur Abalo. Est-ce que votre portrait reflète-t-il la réalité? Est-ce que vous vous sentez dedans? Ben, on dirait qu'à la One TV, il n'y a que des sorciers, dans la mesure où vraiment je découvre moi-même des choses qui m'ont été souvent révélées et que ce portrait retrace avec fidélité. Je suis d'autant plus ému dans la mesure où la vérité ne se cache pas. Et vous comprenez toutes les sensations que j'ai de constater que en fait les gens me connaissent et que on peut retracer très facilement mon parcours. Voilà, merci beaucoup. Merci pour le travail excellent qui se passe sur la One TV, notamment l'émission Échauffement qui passe tous les jeudis, que le public africain commence par découvrir, par aimer et par aduler, de par la qualité des analyses. One TV n'est plus seulement une télévision nationale, internationale, mais c'est toute l'Afrique qui se retrouve à l'intérieur à croire toutes les interventions, la démarche, le canevas très scientifique. On sent que c'est du professionnalisme. Merci pour le travail qui a abattu. Merci, professeur. Alors, avant de revenir à vous, on va parler de la journée internationale du sport au service du développement et de la paix, puisque cette journée se déroule chaque année, c'est-à-dire le 6 avril. Et nous allons directement au Bénin retrouver Julien Minavoa. Julien Minavoa, c'est le président du Comité national olympique et sportif béninois. À l'occasion donc, eh bien, il a fait, si je puis le dire comme ça, un discours à l'endroit de tout le monde. C'est un grand monsieur, vous le savez très bien. Absolument. Vous connaissez Julien Minavoa, GPP. Absolument. C'est un baobab. C'est un grand monsieur et on espère encore l'avoir à nos côtés pendant longtemps encore pour permettre au sport béninois, surtout à l'aspect olympique, d'avoir de beaux jours et de mettre autant de personnes sur les rails et de nous édifier de par son expérience. Et Théophile Hazard, moi je l'appelle le patriarche. Ah oui, vous avez raison de l'appeler comme ça, surtout quand on voit ses œuvres, ses différentes actions au niveau de Lac Noir. Je ne vous apprends rien. Je crois que Julien Minavoa, c'est une chance pour le Bénin et je pense que les Béninois doivent véritablement profiter de cette bibliothèque avant toute chose, avant que la retraite avant qu'il n'aille à la retraite à cette fonction-là. Allez, c'est un reportage de Boris Chota. Proclamée par les Nations Unies en 2013, la Journée internationale du sport célébrée tous les 6 avril a été effective dans de nombreux pays du monde entier. Elle vise à sensibiliser l'opinion publique sur l'importance du sport en tant qu'outil puissant de développement social, économique, éducatif et culturel. Elle met en lumière les multiples avantages du sport allant de la promotion d'un mode de vie sain à la promotion de l'égalité de genre en passant par la paix, la solidarité et l'inclusion sociale. Placée sous le thème « Marquer des points pour les peuples de la planète », la journée internationale permet de se concentrer sur l'influence du sport dans le développement durable de la paix. Le sport, bien plus qu'une simple activité physique, est un moyen de rapprocher les individus, de transcender les frontières culturelles, sociales, économiques et de promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance. Il favorise également l'inclusion sociale en donnant aux personnes de tous les horizons la possibilité de participer et de s'exprimer, quel que soit leur âge, sexe, origine ethnique, religion et leurs conditions physiques. C'est un outil puissant pour la prévention des maladies, la promotion de la santé et le bien-être. Pour Julien Minavoa, président du Comité national olympique et sportif béninois, le sport ne peut plus être considéré comme un luxe dans nos sociétés, mais plutôt un investissement important dans le présent et l'avenir, en particulier dans les pays en voie de développement. Nous devons saisir cette célébration pour un geste de promotion de la paix dans le monde sur tous les réseaux sociaux. Des messages de paix accompagnés de vos photos brandissant un carton blanc synonyme de paix, de pacifisme et d'unité. En dehors de cette opération de carton blanc pour la paix, le Comité national olympique et sportif béninois CNOS-BEN
vous invite à vous associer à 2 autres activités selon le programme suivant. 14 avril 2023 à 9 h à l'Institut national d'éducation physique et sportive à Porto-Novo, sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, des communications sur la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Le 15 avril 2023 à 7 h 30, toujours sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, une marche pour la paix dans le monde, départ et arrivée sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Chers citoyens, chères citoyennes du monde, aujourd'hui plus que jamais, le sport peut inspirer, donner du courage et de l'espoir, car c'est un outil puissant pour renforcer la fraternité et la coopération. Il poursuit, je cite, « En cette journée internationale, notre organisation célèbre les vertus et les valeurs universelles du sport. Et je voudrais rappeler combien la pratique sportive, celle qui nous permet de conjuguer santé physique et mentale, porte aussi une éthique de vivre ensemble et de paix. Une éthique dont nous avons particulièrement besoin en ces temps troublés. » Fin de citation. Au Togo, la journée a été marquée par plusieurs manifestations en présence de plusieurs personnalités, dont Madame Dr Lydie Bessikama, ministre des Sports et des Loisirs. La journée mondiale du sport reste une occasion de sensibilisation et de promotion des valeurs positives telles que le respect, la coopération et l'équité dans la pratique sportive. Alors, professeur Abalo, en quoi le sport peut-il participer à la consolidation de la paix, de la solidarité, du développement humain durable? Ben, je voudrais d'abord resituer un peu le contexte parce qu'on dirait que, et vous l'aurez constaté, tout le monde se dit sportif, tout le monde dit qu'il fait du sport, tout le monde. Mais le terme du sport même est un terme générique qui fond lorsqu'on tente de s'attaquer à ce concept, quoi. Mais seulement, vous voyez, à travers le discours du président du CNOSBN, on retrouve tous les traits qui caractérisent le sport. Je dirais simplement qu'on peut distinguer 3 volets. Hein. Vous avez les aspects socialisants du sport, éducation, santé, emploi, paix. Et dans cette rubrique-là, il faudra mettre tout ce qui est sport de masse, sport, loisirs, l'éducation physique et sportive, le sport amateur, vous voyez, le bénévolat, avec les associations fonctionnant sur la base de la loi 1901. Le deuxième niveau maintenant, vous avez le sport, les aspects économiques du sport. Et là déjà, vous voyez, il y a la technologie avancée, l'industrialisation, l'argent. C'est ça le professionnalisme. Et dans cette rubrique-là, il faut regrouper les sports de compétition, les sports de haut niveau, la professionnalisation des pratiques même. Vous voyez? Et un troisième aspect sur lequel les gens reviennent souvent, lorsque vous agissez sur la nature, eh bien vous la détruisez. Il y a le troisième aspect qui représente une problématique transversale. On parle de l'écologisation des pratiques. Quand vous agissez sur la nature, vous la détruisez. Et le sport est consommateur d'espace, surtout le sport de haut niveau. Et à ce titre, il faut que nous préservions la nature. En gros, voilà les 3 aspects qui constituent les domaines du sport. Et il faut que chacun sache se situer. Chaque État doit savoir quelle politique a le sport de masse, l'amateurisme, ou bien la professionnalisation des pratiques qui nécessitent beaucoup d'argent. Voilà en gros. On va y revenir. Quelles sont les valeurs véhiculées par le sport? Le sport véhicule d'énormes valeurs. Nous avons parlé tout à l'heure de l'éducation. On a parlé des valeurs de paix. Vous avez vu les anneaux olympiques, c'est constitué de 5 anneaux qui s'entrelacent. Le rouge, le vert, le jaune. Je ne sais pas s'il y a des peuples, des continents où il y a des verts qui vivent. Mais voilà, les 5 anneaux représentent les 5 continents.
et l'Afrique est bien représentée. Vous voyez, le sport, c'est des valeurs de fair play, de partage, de générosité, de solidarité. Et c'est ça l'esprit des Jeux Olympiques. Nous allons peut-être encore revenir à ces aspects. Ah oui, ah oui. Alors, professeur, dans quelle mesure le sport peut-il être encore éducatif? Ah, ça c'est également une très bonne question, FSP. Vous voyez, actuellement, j'ai situé un peu les valeurs sportives, les valeurs que développe le sport. Et dans le deuxième aspect, le sport de haut niveau, le sport spectacle, le sport, avec l'industrialisation, la consommation illimitée, les dérives que vous constatez aujourd'hui, sans risque de me tromper, il n'y a plus de champion à force de reculer les limites. Le grand athlète, c'est celui qui a le bon médecin, capable de dissimuler dans son organisme des organismes dopants, des anabolisants. Voyez l'entraînement, le surentraînement. On dit, tout Mbappé par exemple, tous les jours il a des bobos. C'est-à-dire l'organisme est surmené pour avoir... Vous voulez dire, professeur, que Mbappé, il se dope? Il ne se dope pas, mais l'entraînement seul à lui seul. Ouais. Il s'entraîne 2 à 3 fois par jour. Il a fini à peine la Coupe du Monde. Au moment où il devait avoir son repos, vous l'avez vu, il a repris le jeu. Parce qu'il a des contrats. Il a des contrats. Or, la carrière des sportifs maintenant, elle n'est plus longue. Elle dure au plus 2 Olympiades. Et les impôts, ils continuent à les payer. C'est vrai qu'ils gagnent énormément. Mais en retour, il y a des... Bref, il y a tellement de dérives. Et c'est ça, dans le développement humain durable dont on parle. Les dérives des sports, les sports boules, par exemple. Heureusement, on a mis en place un comité de dopage dont s'occupe mon ami Émilie Messan. Vous voyez, les sportifs de haut niveau, bientôt, on va dire, bon, on dirait des machines. On va acheter tel joueur, on a besoin de tel gardien de but. Ouais, les petits clubs, ouais, fabriquent, où les gens viennent chercher les meilleurs joueurs pour aller les vendre. Ouais. Le sport est devenu... Moi, je donne souvent l'exemple, la dernière Coupe du Monde, ouais, qui s'est focalisée sur 2, Lionel Messi et Mbappé. Tout comme le football n'est plus un jeu d'équipe. Tout comme Mbappé, à lui seul, peut prendre le ballon et aller marquer. Alors que le football, c'est d'abord un jeu d'équipe. Vous voyez, toutes ces dérives fait que le sport de haut niveau, on se demande là où nous avons... Et c'est là, justement, le développement humain durable. Lorsque nous ne respectons pas les valeurs, les Jeux Olympiques sont là. Mais là encore, c'est des problèmes. Parce que les Jeux Olympiques qui sont là pour favoriser, je ne sais pas, les valeurs de fair play, de rapprochement. Les professionnels ne sont plus là-bas. Mais en réalité, je ne sais pas, FSP, on échangeait un jour, je crois que c'est du professionnalisme masqué encore, puisque vous m'avez parlé de ce champion du monde de vitesse. Usain Bolt était toujours gardé aux Jeux Olympiques, gardé jusqu'à sa retraite. Jusqu'à sa retraite, ouais. Donc, on a cru exclure l'argent, parce que, figurez-vous, les premiers Jeux Olympiques à Athènes, ça se déroulait sur des sentiers battus. On arrive la veille, on désherbe. Le lendemain, on court là-dessus. Le sentier, quand vous cessez de l'utiliser, l'herbe repousse. Alors que le stade Kourounou, chez moi, je ne sais pas, on a mis du béton. Vous voyez tout ce qu'on investit dans la construction. Bientôt, Paris, je ne sais pas, 2024. Tout ce qui... Heureusement. Et là, je m'inspire toujours de l'expérience du FSP, qui a participé à beaucoup de Jeux Olympiques. Ouais. Au Japon, des bâtiments, des lits qui sont construits en carton. Parce qu'ils vont s'adapter à l'environnement. C'est un pays riche, immensément techniquement riche, mais où les tremblements de terre sont... Mais dès qu'il y a un tremblement de terre, on ramasse les cartons et puis on va s'installer ailleurs. Bref, le sport, pour que, et j'ai souvent dit, le jour où on va supprimer, et FSP m'a repris, il m'a dit, cela ne se passera jamais. Le jour où on va exclure des Jeux Olympiques ou bien des grandes coupes du monde, etc., on va exclure les hymnes et les drapeaux. Eh bien, le sport va retrouver ses valeurs éducatives. Vous voyez,
pour les Jeux Olympiques de Paris, les Russes, les athlètes russes participeront en leur nom. Pas au nom de la Russie. Ils ne vont pas porter le drapeau. L'hymne de la Russie ne sera pas fait. Ils vont partir. L'État se désengage. Vous voyez, jusqu'à non, pas l'État qui se désengage. Il y a la guerre, la Russie et l'Ukraine. Le CIO ne veut pas que la Russie participe aux Jeux Olympiques pour ne pas pénaliser les athlètes. On leur demande de s'inscrire eux-mêmes, donc ils peuvent s'inscrire eux-mêmes. C'est une particularité. Donc on ne pourra jamais dire que demander à chaque athlète de venir s'inscrire. C'est ça. Non, là, ici, c'est à cause de la guerre. Or, le sport, on parle même de trêve. En principe, l'esprit des Jeux, même en période de guerre, il faut que les athlètes arrêtent la guerre, les pays arrêtent la guerre et qu'on aille participer aux Jeux. La guerre, je ne sais pas comment il s'appelle, lorsqu'il y avait la guerre en 92, comment il s'appelle ça? Lorsque les Américains ont déclaré la guerre à Saddam Hussein, de façon symbolique, on a arrêté, les gens sont partis, c'était 92 en Barcelone. Vous voyez, la trêve olympique qui s'est traînée. Et le fond des anneaux, les 5 anneaux, le fond, c'est un fond blanc, symbole de paix. Le sport a beaucoup de valeur, a beaucoup de vertus. Vous l'avez dit, c'est un puissant, le président du CNOSB l'a dit, c'est un puissant outil de développement économique, social, culturel, diplomatique, à condition que l'image du sport ne soit pas utilisée pour des dérives, pour des enjeux économiques, politiques et diplomatiques. Ouais. Vous avez tellement évoqué les Jeux Olympiques, et quand on parle des Jeux Olympiques, on parle forcément de Pierre de Coubertin. Mais qui est-il? Pierre de Coubertin, les questions s'enchaînent et entretiennent entre elles des relations très bien établies, quoi. Pierre de Coubertin, je vous le dis rapidement, c'est un Français. Hein, et vous savez, les Jeux Olympiques ont été créés par les Grecs en 776 avant Jésus-Christ. Puis après l'évolution des Jeux, s'est tourné vers des dérives. On a dû arrêter les Jeux Olympiques pendant 12 siècles. Et c'est Pierre de Coubertin qui, en 1886, voilà, en 1886, c'est un Français qui a rénové les Jeux. Et qui a introduit, il a eu le mérite d'introduire le sport à l'école à travers l'éducation physique et sportive. Ça, c'est un aristocrate et il a développé, c'est grâce à lui que les comités olympiques ont été créés et c'est lui qui a essayé de promouvoir, tu vois, l'une de sa devises c'est l'essentiel. Non, justement, c'est pas lui qui a dit ça. Sa devise c'est Situs, Altus, Fortius. Oui. Situs, plus vite, Altus, plus haut, Fortius, plus fort. C'est-à-dire, c'est l'idée du progrès. C'est ça, la devise des Jeux. Alors, l'essentiel, c'est de participer. C'est venu de qui? Oui, l'essentiel, bon, Pierre de Coubertin a repris cette formule. L'essentiel, c'est de participer. Et vous faites très bien de revenir là-dessus. L'essentiel, les gens vous diront actuellement, l'essentiel... Justement, est-ce que GPP aujourd'hui, l'essentiel, c'est de participer, pour participer? Non. Non, parce que derrière, vous avez, comme a su bien le dire pour le professeur Émile, dont on salue d'ailleurs la grandeur, parce que vous sentez que c'est un homme qui est dans son marigot, qui s'exprime librement, qui a également de sens de la répartie dans ses propos. Les dates coulent malgré l'âge, donc il y a raison de prendre de la matière. Derrière, aujourd'hui, quand un athlète participe, et surtout quand il représente un pays, ce n'est plus sa seule personne qui est visée. Et derrière, il va falloir qu'il aille au-delà de sa personne, qu'il se rende compte, en fait, qu'il a le poids de toute une nation, qu'il y a plusieurs personnes qui attendent de lui un résultat, et notamment une pression supplémentaire à celle habituelle qu'il a. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de participer à ces jeux-là pour participer, mais on se permet de participer pour aller chercher des performances, pour aller chercher des résultats et pour rendre fiers les siens. Théophile Lazare?
Je suis tout à fait d'accord avec lui, pour une fois qu'il me conseille de cela. Par contre, je suis un tout petit peu dérangé par le développement qu'a fait le professeur relatif à la disparition des drapeaux. Ça me cause un problème. Je voudrais comprendre, si aujourd'hui les drapeaux disparaissent, c'est-à-dire ce que vous avez cité bien évidemment, qu'adviendra alors eh bien, l'essentiel, ce qu'on peut retenir de ces Jeux Olympiques? Parce que c'est vrai, ça, les professionnels n'y participent pas. Mais pourquoi alors la disparition des drapeaux? Je me permets, Félix de Péripé, c'est vous qui avez la police des débats. Mais si vous posez une question et je suis tenté de prêter ma voix à celle du professeur pour dire, l'idée derrière, même si on sait que ça va être difficile, l'idée derrière, c'est qu'on oublie cet écart qu'il y a entre nous, qu'on oublie, qu'on soit peut-être congolais, qu'on soit burkinabé et qu'on sache qu'on est là d'abord pour la beauté du jeu, qu'on est là pour exprimer des valeurs qui incarnent le sport à la base. Quand vous jouez au sport, quand vous prenez les clubs par exemple, vous venez de divers horizons et pourtant vous réussissez à constituer une équipe malgré vos origines diverses. Et c'est en fait, c'est ça la beauté du sport. Non, vous ne nous convainquez pas. Vous n'arrivez pas à me convaincre. J'allais le dire. Je suis non, après, parce que la diplomatie... Je suis d'accord. Non, je vais laisser le professeur aller. C'est mieux, on va écouter le... Mais on ne pourra jamais supprimer les drapeaux. Non, nous savons que c'est compliqué. Non. Nous savons que c'est compliqué. Lorsque vous mettez la main sur le cœur, vous chantez l'hymne national, ça vous chope. Sur le terrain, allez, vous y allez. Mais regardez, est-ce que le sport, le football en particulier, a encore une frontière? Prenez l'équipe de France par exemple. Est-ce que les drapeaux ne sont pas supprimés là? Comment? Vous ne retenez qu'un seul drapeau, le drapeau français? Moi j'ai vu la dernière Coupe du Monde. Écoutez, j'ai vu, il n'y a plus de nations là maintenant. J'ai vu la dernière Coupe du Monde. Oui. Au Qatar? Non, oui, au Qatar. Oui. Regardez l'équipe de France qu'on a présentée. Oui. Que des Noirs. Oui. Venant de différents pays. Mais ils sont nés en France. Ils sont nés en France. Voilà le problème. Ils sont d'origine camerounaise, béninoise même. Il y avait même des Béninois. Oui. Mais on a oublié le drapeau béninois. C'est ce que je disais. Dès lors que la nationalité, c'est français, je pense que c'est le drapeau français. C'est le drapeau français qui vous empêche, vous, d'aller. D'ailleurs, vous avez vu le chef de l'État béninois, Patrice Talon, lorsqu'on lui a demandé, mais monsieur le président de la République, on a des joueurs qui évoluent dans nos championnats, mais c'est des étrangers, ils sont très bons, ils sont excellents, on ne sait pas comment il faut faire. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu quoi? Il dit, si vous pouvez même prendre rien que des étrangers pour former une équipe, si ça peut nous former, ça peut nous apporter quelque chose de la plus-value, allez-y. Mais c'est donc, c'est ça. Je pense que le professeur, entre-temps, avait abondé dans ce sens, c'est-à-dire apprendre, n'est-ce pas, des autres pour se forger des autres afin de pouvoir être compétitif. Oui, je crois. Je vais vous couper et demander au professeur s'il peut nous rappeler les enjeux des JO d'Atlanta aux USA, c'est-à-dire 100 ans après la rénovation des Jeux. Oui. Et les JO d'Atlanta, je crois que ça a eu lieu en 1996. Et je vous ai dit tantôt que Pierre de Coubertin est le Français qui a renouvelé les Jeux en 1886. Donc 1996, ça fait 100 ans. Donc c'est le centenaire. Et c'est Atlanta qui a été choisi. Atlanta, c'est une ville des États-Unis. Et souvenez-vous, Atlanta, c'est la ville de Martin Luther King. Martin Luther King est né à Atlanta. Et tout le monde sait, le pasteur qui a beaucoup lutté contre la ségrégation. Ce que les gens ne savent pas encore, donc le choix de Atlanta, une ville des Noirs, l'idée est conforme aux Jeux Olympiques, à la devise l'idée est progressiste. Mais en réalité, derrière Atlanta, ce qu'on ne sait pas, c'est le siège de Coca-Cola, principal partenaire financier des Jeux Olympiques. Vous voyez, premier enjeu. Deuxième enjeu, Atlanta, c'est le siège du réseau
du plus grand réseau câblé télévisuel. Actuellement, vous voyez, une rencontre de football n'a de valeur qu'au nombre de télévisions qui l'ont acheté. Vous voyez. Donc, finalement, le siège d'Atlanta n'a pas été choisi au hasard. Derrière l'idée progressiste, rapprochement des Africains, les Noirs, les Blancs, en réalité, derrière, c'est pour se faire de gros bénéfices. C'est des enjeux économiques, politiques, technologiques, diplomatiques, et tous les enjeux sont réunis en fait là. Voilà comment est-ce que les gens nous trompent, nous mettent en avant que c'est là, c'est des enjeux culturels, c'est les aspects éducatifs qu'on vit. La preuve, c'est que à Atlanta, pour la première fois, il y a eu des assassinats. 2 Cholas sont morts. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est à ces jeux-là que le Nigeria, avec mon ami Okocha, ont gagné. En battant l'Argentine, vous le savez bien. Bon, alors, de Saviola, on connaît très bien. Vous voyez, donc, vraiment, le sport est compliqué. Et il faut savoir quel type de pratique il faudra choisir. Oui. Quelle politique. Oui, et nous allons alors là, vous avez parlé tout à l'heure de la loi 1901, la fameuse loi 1901. Qui n'est pas valable seulement au sport. Les Français même ont fini par l'abandonner ou alors par... choisir. Non, la toiletter. Ça, c'est clair. Alors, et si on parle à présent, justement, du préambule de la charte des sports, principalement, de la loi numéro 91-009 du 25 février 1991, je parle du Bénin. Oui, oui, oui. Mais vous parlez du Bénin, mais cette charte, je commence par dire que elle est séduisante dans son élaboration. Le Burkina Faso est venu chercher cette charte-là. Il l'a expérimenté et ça marche très bien. La réussite sportive du Sénégal est peut-être calquée un peu sur cette forme que j'avais souvent défendue. Alors, je vais vous rappeler un peu cette loi-là. Cette loi dit, dans son préambule, que tout en conservant la pratique du sport de masse, le développement du sport de haut niveau, dont l'objectif premier est la préparation de la relève, doit nécessairement déboucher sur une meilleure représentation de nos équipes. Est-ce que la pratique du sport de masse est conservée ici chez nous? Est-ce que la pratique du sport de masse est développée chez nous ici? Est-ce qu'on l'a conservée? Toutes les fois où moi j'ai parlé du sport de masse, et si vous suivez mon CV tout à l'heure, dont j'ai été d'abord directeur du sport de masse, oui. Avec la collaboration de Félix Sondé Pépéripé, qui était chargé de la communication en ce moment. J'ai travaillé avec Sondé Pépéripé, où j'étais moi-même, mais on me traitait de tous les mots. Alors que j'étais responsable de la plus grosse fédération. C'est ma fédération qui est la plus grande fédération, la fédération scolaire et universitaire. Donc, les gens ne comprennent pas ce qu'il faut mettre exactement, évidemment, à un moment donné. Le concept a été politisé, galvaudé. Vraiment galvaudé, galvaudé. Vidé de son contenu. Vidé de son contenu. Mais en réalité, le sport de masse, je l'ai souvent dit, il faut mettre tout le pays en chantier. Toutes les catégories. Minime, cadet, junior, senior, descendre même plus bas, les pupilles. Avoir une data bank, comme vous le dites souvent. Oui. On dit, bon, le Bénin a besoin de telle catégorie de choses là. Je suis là, je pianote, la liste sort, plus de 1000 joueurs. Voilà ce qu'on appelle la relève. On a dit le sport de haut niveau, la préparation de la relève. Bon, le sport de masse, d'accord, on passe au sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, c'est quoi? Il ne s'agit pas de brûler les étapes. Le Bénin, en 2019, était, je ne sais pas où, en Égypte. Une très belle prestation, jusqu'en quart de finale. Le chef de l'État est revenu là-dessus, dans sa rencontre avec eux là. Et l'année d'après, vous avez vu le Sénégal? Les juniors ont gagné, les seniors ont gagné la Coupe d'Afrique. Les juniors aussi. Si on présente les minimes, ils vont gagner aussi. Ils ont une école. Ils ont renvoyé le sport à l'école. Il y a une base. Il y a une relève. C'est ça que je souhaite pour mon pays. Voilà.
C'est ça qu'il souhaite pour son pays. On l'a toujours chanté ici. Et là, on se rend compte qu'à force de diaboliser des personnes qui ont une très belle jugeote, on a fini par nous éloigner de l'essentiel. C'est-à-dire miser sur la base. Moi, par exemple, je n'ai jamais compris pourquoi on a stoppé les championnats scolaires à un moment, alors que ça constituait un grenier terrible. Plusieurs professionnels sont sortis de ces championnats scolaires. Je ne vous apprends rien et je n'ai pas besoin de citer de noms ici. Les exemples sont légion. Et aujourd'hui, qu'on en soit là, qu'on en soit à un moment où on se demande à chaque fois si on va remporter une rencontre ou pas, parce que n'ayant pas de grenier, parce que n'ayant pas de vivier pour assouvir au niveau de toutes les disciplines, pratiquement les équipes au haut niveau. Et donc on est là, on est dans dans ces sortes de procrastination qui ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce que de façon collective, nous avons tous, chacun à son niveau, accepté et autorisé qu'on arrive à ce niveau-là. Et donc, derrière... je suis pas d'accord. Mais quand vous soyez d'accord ou pas, qu'est-ce que vous avez fait pour changer les choses? Justement, vous allez peut-être dire qu'il y a une minorité, n'est-ce pas, qui est complice peut-être de la chose. Parce que, qu'ils vous souviennent, autour de ce même plateau, One TV, j'ai toujours prôné cela. Les gens se l'ont dit avant vous. S'il vous plaît, les gens l'ont dit avant nous, mais ne dites pas que il y a des gens, d'une manière ou d'une autre, ont été complices. Nous avons tous été complices, parce que quand vous faites partie de la minorité, c'est le résultat final qui compte. C'est le résultat qui compte. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Où sommes-nous? Autour de ce plateau, je parle de l'exemple du professeur Jules Labalo, qui parlait donc de l'épopée de 2019, où le Bénin, à la CAN, a essayé donc d'atteindre une étape jamais... Pas essayé, à atteindre. Bon, d'accord, pas extraordinaire, je le dis comme ça. Non, pas extraordinaire, à atteindre. Que vous soyez content ou pas, c'est un résultat qui est là. Est-ce qu'il y a une suite dans cet exploit? Non, la réponse, vous la connaissez. Je dis ceci. Lorsque vous parlez de la formation à la base, le championnat scolaire, etc., aujourd'hui, quand vous prenez toute l'Afrique entière, je parle comme ça parce que peut-être le cas du Bénin, on peut partir du cas du Bénin pour, n'est-ce pas, parler de façon générale. On a cité l'exemple du Sénégal. Le Sénégal travaille à la base. Et aujourd'hui, lorsque vous déclarez, vous autres, qu'on est complice, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais quand vous subissez le dictat, je vous donne l'exemple. Je prends le cas du Bénin. Le cas du Bénin où le championnat scolaire dont vous parlez, on a fait un semblant de créer une sorte de classe sportive qui ne dit pas son nom et qui n'a jamais formé. Vous allez régler vos comptes après. Allez à l'essentiel. Non. Je suis en train de parler. Je sais de quoi je parle parce que on est à un moment donné, on arrivera à présenter les différents résultats à l'issue de ce projet-là. Parce que je sais de quoi je parle, je détiens des preuves par rapport à cela. Maintenant, l'équipe justement dont on a parlé, où ces joueurs issus de cette classe sportive ont été confrontés à des épreuves sérieuses sur le continent. On a vu les résultats. Voyez-vous, c'est pour vous dire que lorsqu'on parle du cas du Sénégal, qui aujourd'hui est sur le toit de l'Afrique, c'est parce que tout simplement, il y a un sérieux qui s'est observé à ce niveau et il y a un travail qui est fait à la base et non ce que vous dites. Je suis désolé. Si je comprends, Théophile Azar pense que le projet dénommé classe sportive, ça dit... Il qualifie ça de semblant de projet. De semblant de projet, c'est ça? C'est de ça. Alors qu'il y a des réalités. Non? FSP, déjà... Non, attendez. Nous avons vu les petits du CGSN Rita. Qui sont allés en demi-finale. Sont-ils issus des classes sportives? Qui ont d'abord gagné au niveau de la zone UFOA. Qui sont allés pour la première fois sur le championnat africain. Mon cher Théophile, je vais revenir pour vous situer. Les petites filles de CG Kobli qui n'ont pas pu passer le premier tour, mais qui n'ont pas été gagné au niveau continental, régional, qui n'ont pas été ridicules. Mon cher Théophile, à des moments, il va falloir qu'on relativise, même si on a envie de dire certaines choses. Vous savez, quand il y a élection, quand on élit un président de la République, que vous soyez des perdants ou pas, il devient votre président de la République à vous tous. Que vous soyez d'accord ou pas. En fait, je viens, suivez-moi dans mon raisonnement. Ça veut dire qu'à un moment, vous faisant partie de la minorité... Non, laissez-moi finir, vous allez comprendre, si vous y mettez un peu de jeu. C'est-à-dire, quand vous prenez la minorité, ça veut dire qu'au niveau de la minorité, vous n'avez pas travaillé suffisamment
pour convaincre le nombre de personnes qu'il faut pour adhérer à votre cause, ça veut dire que vous avez échoué. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, vous avez été comptable. Et quand je dis qu'on a tous été comptables, je ne me mets pas hors. Que nous soyons... Non, attendez, c'est une affaire... Là, on n'est pas dans le micro, on est dans le macro. Non. Et quand vous faites des raisonnements macro... Ne faites pas des coups de vocabulaire. Ce n'est pas des coups de vocabulaire. Ce n'est pas... Ça, on connaît. Mon cher Théophile, je vous ai laissé finir. Ayez au moins l'honnêteté intellectuelle de me laisser finir. Vous avez dit certains journalistes je crois quand même qu'au nombre des chefs d'État, aujourd'hui, hein, franchement parlant, au nombre des chefs d'État qui s'occupent véritablement de la jeunesse, si on cite le président Talon, absolument, au niveau du Bénin, avec toutes les réalisations. Absolument, absolument. Maintenant, c'est vrai que nous sommes là, en tant que journalistes, pour lui dire ce qui n'est pas, parce qu'on va peut-être le tromper tout le temps, mais nous sommes là, dans la populace, pour lui dire attention, monsieur le président de la République, ça là, on est en train de vous mentir, ici c'est la vérité, en dehors de ça, je pense que je fais partie des présidents à qui on devrait donner des trophées. J'ai vu la CAF aller donner des trophées la dernière fois des chefs d'État. Non, on n'a pas cité le président. Quand je prends le président Faure Gnassingbé, le simple fait de voyager pour aller à cette Coupe du Monde, de faire cette déclaration, nous avons tous suivi. Je pense que, et quand vous revenez au Togo chez lui, vous voyez comment il s'occupe de sa jeunesse avec Madame le ministre des Sports. Il fait partie également de ce chef d'État qu'il faut féliciter, qu'il faut encourager. Mais la CAF n'a pas fait ça. Non, mais pourquoi? Parce que derrière cette CAF, oui, a ses intérêts. C'est tout. En fait, et pour revenir à ce que disait le président Abalo, et là où il faut dire la vérité, par exemple, au chef de l'État, et c'est là où je me pose la question de savoir véritablement ce que les présidents de clubs sont allés dire. Quand on parle de formation à la base, ils n'ont pas parlé de centre de formation de leur club. Attaquez-vous plutôt à ça. Non, attends, quand je dis que... Non, je ne veux pas être comptable des erreurs. Théophile ne veut pas être comptable. Théophile sait mieux que moi que nous tous ici, nous prenons la formation à la base. Mais quand nous n'arrivons pas à trouver la solution d'une manière ou d'une autre, nous sommes comptables. Quand vous voyez loin de votre position... Vous êtes comptable de quoi? On est comptable d'une manière ou d'une autre. Parce que moi-même là, je ne suis pas comptable de quoi. Je ne suis pas... Professeur Abalo, vous êtes comptable? Le professeur Abalo me comprendra. Oui, on est comptable. Absolument. On est patriote. Absolument. Non, attends. Laissez le professeur... Théophile a le courage de dire ce que vous pensez tout ça, tout bas. Tout bas. Voilà. Il a le courage de le dire. Mais je pense que Gilles Christ est très humble. Et ses analyses, vous allez le voir, évidemment, ça vient de quelqu'un de spontané qui dit ce qu'il pense aussi. En réalité, on est comptable comment? On se dégage déjà, on le dit. Je vais vous faire une confidence. Moi, j'ai été invité pour l'élaboration de la politique nationale des sports dans mon pays. D'abord sous-traité, envoyé dans un cabinet. J'ai été traité de tous les sales mots. On m'a insulté, on m'a dit, parce que j'ai osé parler du sport de masse. Oh, ils ne savaient pas ce que moi je mettais derrière le sport de masse. Et tout à l'heure, FSP, dans la chronologie, va passer le discours, la rencontre du chef de l'État avec les hommes d'affaires. J'ai passé les images. Oui. C'est ça. Et vous allez voir. Alors, le problème, c'est qu'il faut faire attention. On est comptable. Vous faites votre travail. C'est parce que vous vous sentez comptable du développement du pays que vous faites le travail. Et c'est déjà suffisant. Il a peut-être exagéré sur le concept coupable ou bien, mais il dit que nous devons faire. Moi, j'ai tellement parlé. Qu'est-ce qu'il faut faire, professeur? Vous êtes universitaire, vous êtes, il faut le dire, un spécialiste. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes en Afrique, nous sommes sur une télévision panafricaine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la donne? Il faut une formation. Nos dirigeants n'ont pas reçu la formation. Et pour qu'un club marche, c'est d'abord les dirigeants qui doivent avoir une vision.
Vous avez vu à partir du moment où le Bénin a eu un chef d'État qui était visionnaire, un charismatique, un grand dirigeant, vous avez vu qu'on le veuille ou non, les changements qui ont été opérés. Maintenant, il y a l'équipe qui doit faire cela, etc., etc. Il y a actuellement une science de la gestion. Moi, je parle même organisation, management des fédérations. Il faut que les gens aillent suivre cette formation. Et à ce titre, moi, je crois que on dit qu'il faut une collaboration entre les différentes institutions. Le CNOSB, dans tous les pays, il y en a. Le Bénin a la chance d'avoir Julien Minavoa qui joue sa partition. Pleinement. Il faut avoir le courage de le dire. Une assiette, tout ça là. J'ai tout fait pour diffuser avec lui. Est-ce qu'il est soutenu? Voilà le projet. Un très beau projet, hein, très beau projet qui m'a d'ailleurs soumis, auquel j'ai participé. L'assiette identitaire. L'assiette identitaire, tout à fait. Il y a l'Institut de la jeunesse, des sports et des loisirs, qu'on le veuille ou non, actuellement. Et comme par hasard, tous ces cadres-là, dont moi-même, ils vont bientôt partir. C'est une richesse. La première, ce qui fait la richesse des hommes, c'est la formation. C'est la formation, la forme. Ensuite, tout ce que nous disons, c'est simple. Mettre le pays en chantier. Voilà ce qu'il faut faire. Mais si vous n'avez pas reçu la formation, s'il n'y a pas l'encadrement technique qu'il faut, comment pouvons-nous faire? On va parler, 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 parler. Et c'est là où on va se sentir coupable. On a parlé, on ne nous a pas écoutés. On n'a pas insisté. On ne sait pas faire cela. Si nous sommes convaincus, nous avons des convictions, nous devons tout faire pour que cela se réalise. Mettez le pays en chantier. Le Sénégal, je vous donnerai un exemple. Le Sénégal, en 1936, avait 6 sociétés sportives, c'est ce qu'on disait. La Guinée, 6 sociétés sportives. Le Niger, 1 société sportive. Le Dahomey, 17 sociétés sportives dans le temps. Parce que le sport était à l'école. Le Dahomey était le quartier latin de l'Afrique. L'école était la seule structure déjà organisée en catégorie d'âge. Quand l'administration coloniale a compris qu'il faut introduire le sport à l'école, eh bien ça a pris. Et si Dakar avait les sociétés sportives là, mais tous les grands cadres de l'Afrique de l'Ouest, les grandes écoles étaient centralisées à Dakar. Dakar était la pièce maîtresse du dispositif colonial français. Les premiers clubs, la Jeanne d'Arc de Dakar, mais c'est les Dahoméens qui ont constitué ça. 50 ans après, vous avez vu quand est-ce que le Sénégal a gagné pour une première fois la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique. 2022. Il a essayé par les Navitanes. Moi, j'ai des amis sénégalais, j'ai des collègues à Gaïfi qui ont fait des études universitaires. Il y a les Navitanes, il y a ceci, ils ont essayé. Oui, professeur Abalo, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça bouge au niveau de l'Afrique? Parce que au niveau... si vous prenez le cas de l'ASCO, oui. ASCO de Kara, oui. eh bien, vient de faire face à la dure réalité du haut niveau. Oui. Hein, vous le savez très bien, en Coupe Interclub de la CAF. Puisque ASCO représente le Togo en Coupe de la Confédération. Et les Gondona, comme on les appelle, eh bien, viennent de gagner un match sur tapis vert. Sinon, tout le temps, cette équipe a été battue, même à domicile. Absolument. Alors, nous allons suivre ce reportage de Boris Tchota et nous allons revenir en plateau. Boris Tchota, reportage. Une décision qui avantage ASCO de Kara. Le champion togolais récupère 3 points et se retrouve à la 3e place. La Confédération de football CAF a sanctionné Futur FC pour avoir aligné plusieurs fois un joueur non qualifié en Coupe de la Confédération de la CAF. Curieusement, l'équipe égyptienne a reçu gain de cause il y a quelques jours pour avoir porté plainte contre ASCO de Kara pour une affaire de suspension de Kanivi à Machouchoui. Le club égyptien Futur FC connaît le même sort désormais. L'équipe égyptienne est éliminée de la Coupe CAF après avoir terminé 3e du groupe C avec 8 points. Futur FC est reconnu coupable pour avoir utilisé indûment le joueur Ahmed El Saed Rifat El Sawi. Enregistré dans le CMS en faveur de Futur FC pour les tours préliminaires, le joueur a été prêté à un club émirati en octobre 2022. Au moment de la phase de poule, il revient en Égypte et est systématiquement intégré dans le club. Il a disputé les matchs contre
ASCO, Pyramide et Asfar. Selon le jury disciplinaire de la CAF, Futur FC aurait dû inscrire à nouveau le joueur dans le CMS avant de l'utiliser. Pour ne l'avoir pas fait, le club tombe sous le coup de l'alinéa 3 de l'article 5 des règlements de la Coupe CAF. Le Futur FC sera considéré comme un perdant lors de ses matchs contre l'équipe marocaine des FAR Rabat à la 4e journée de la phase de groupe et de l'ASCO de Kara du Togo à la 5e, ainsi que lors de son match contre l'équipe égyptienne du Pyramide FC à la dernière journée, informe la CAF dans un communiqué selon Aram Online Sport. Le club égyptien devrait perdre également 6 points et subir une sanction financière de 10 000 $. ASCO bénéficie du classement. Le champion togolais est désormais 3e avec 4 points et relègue Futur FC au dernier rang après avoir perdu 9 points. Pyramide et Asfar sont les deux clubs qui se sont qualifiés au quart de finale au terme des 6 journées de compétition dans la poule. ASCO de Kara a perdu 4 matchs et obtient 2 nuls sur le terrain. Qu'est-ce qui explique cette contre-performance? Ceci ne repose-t-il pas le problème de la contre-performance des clubs de l'Afrique de l'Ouest? Parce que souvent, vous savez, dans les compétitions interclubs de la CAF, ce sont les Maghrébins qui dominent toujours. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Que faut-il faire pour renverser cette tendance? Direction Niamey, où nous allons suivre Hans Mazro. Vous connaissez tous Hans Mazro, c'est un grand journaliste sportif togolais. Hein? Il est, ma foi, un chroniqueur, il est consultant sportif. Et nous allons lui demander ce qui se passe. Bonjour Hans Mazro. Bonjour Félix Pépéripé. Disons que par rapport à votre question un peu plus pertinente, les raisons qui expliquent le fait qu'en Afrique subsaharienne, depuis quelques années maintenant, les équipes sont en difficulté dans les compétitions continentales, je pense que les raisons sont à chercher au niveau même des structures mises en place au niveau de ces différents championnats. Vous vous rendrez compte qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, beaucoup de championnats ne sont pas du tout professionnels, ce qui signifie que les joueurs n'ont pas le vécu qu'il faut pour pouvoir prétendre jouer à armes égales avec des équipes du nord du continent africain. C'est ce qui d'ailleurs explique que la plupart du temps, ce sont les équipes maghrébines qui tiennent le haut du pavé lorsqu'il s'agit des compétitions continentales. Alors, pour parvenir à renverser la vapeur, il faudrait maintenant revoir toutes les structures de façon holistique. C'est une démarche globale. Il faut mettre en place les strates indispensables pour les compétitions de jeunes. Il faut assurer la pépinière, il faut avoir des staffs techniques, le staff médical, tout ce qui est diététique. C'est tout cela qui va permettre donc d'espérer d'avoir des résultats. Sinon, si rien n'est fait, on va continuer, n'est-ce pas, à pérorer et au bout du rouleau, il n'y aura pas de résultats. Vous vous rendrez compte que certaines équipes en Afrique australe également essayent de faire de leur mieux parce que ces championnats sont des championnats assez professionnels. Vous avez des équipes sud-africaines, vous avez des formations en Angola et c'est justement ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, tout le monde salue le travail fait par les équipes au niveau du Sénégal. C'est une œuvre de longue haleine parce que longtemps, le Sénégal a gambergé. Et à force de remettre l'ouvrage sur le métier, les équipes sénégalaises sont parvenues à donc attirer les différentes formations dans le sens de la marche et on a vu les résultats. Le Sénégal est sur le toit du continent africain. Il va sans dire que si les pays comme les pays en Afrique subsaharienne veulent avoir des résultats au niveau des championnats, au niveau des compétitions interclubs, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs, il faut poser, n'est-ce pas, les différentes structures et avoir des encadrements vraiment professionnels. C'est ça qui peut permettre d'avoir des résultats. Si vous prenez l'exemple d'un pays comme le Ghana qui a été longtemps le fer de lance du football continental, aujourd'hui le Ghana est en train de piétiner, pour ne pas dire en train de patiner, parce que justement les joueurs ghanéens partent de manière précoce, ce qui ne permet pas à un championnat d'avoir un certain niveau. Du coup, cela se ressent au niveau des performances des clubs ghanéens, parce que par le passé, on se rappelle, il y avait Ashanti Kotoko, la grande équipe donc, du Royaume Ashanti, il y avait le Hatsofok d'Accra, il y avait le Great Olympics d'Accra, et puis on avait aussi, dans le nord du Ghana, une certaine formation du Real Tamale United qui a révélé un joueur comme Amélie Pelé. Mais tout cela est devenu de l'histoire ancienne parce que le Ghana n'a pas su garder la marge, n'a pas su donc maintenir le cap. Pour revenir maintenant sur la participation d'Asco de Kara à la Coupe de la CAF, je crois que l'équipe togolaise est tombée dans une poule assez relevée avec 3 formations du nord du continent africain où les championnats sont professionnels avec des joueurs expérimentés. Du coup, la marge a été trop haute pour le club de la COSA. Maintenant, cela dit, c'est vrai que sur un plan purement comptable, les résultats ne sont pas du tout bons, mais on ne peut pas jeter le bébé et le bain qui a servi donc à le laver. Il va falloir que les dirigeants d'ASCO posent les bases
pour prétendre jouer un rôle sur le continent prochainement en mettant en place les structures qu'il faut et surtout en capitalisant sur l'expérience acquise au cours de cette participation. C'est seulement à ce prix que ASCO et d'autres formations en Afrique subsaharienne qui souhaiteraient jouer de grands rôles sur le continent peuvent parvenir à tirer leur marron du feu. Sinon, cela restera simplement à l'étape des vieux pieux et il n'y a pas donc de résultat sans moyens, il n'y a pas de résultat sans excellence, il n'y a pas de résultat sans une gestion professionnelle. Sans commentaire, professeur Abalo. Sans commentaire, je crois que cette union vient de suivre une très bonne analyse. Vous avez vu, j'ai pris mon bic. Il a parlé d'abord des structures, c'est très important. Nous n'avons pas des championnats nationaux relevés. L'Égypte avait jusqu'à un moment donné un championnat national très relevé. Ses entraîneurs, tout ça là. On a des structures, on a parlé des structures, des infrastructures sportives. Vous vous rendez compte? Mais à part le Bénin, le Togo, qui ont des infrastructures, qui ont répondu aux normes, vous avez certains pays où on a construit des infrastructures à grand prix, où il y a des arbres qui poussent, vous voyez. Cela signifie que les structures nationales ne marchent pas. Le championnat ne marche pas. Comment voulez-vous avoir une infrastructure et des œuvres vont pousser là-dessus? Je crois qu'il y a tout ce qu'il faut, le staff technique, les strates. C'est-à-dire ce que nous disons ici, ça s'est répété là, mais en d'autres termes. Il a parlé d'une stratification de la jeunesse, etc. Nous parlons d'une catégorisation, en catégorie d'âge. Il a parlé de stratification, les strates. Il parle de la même chose. Pupille, mini, cadet, junior. Or, cela nécessite des moyens, d'où le financement du sport. Or, le financement du sport a toujours été le problème le plus important. C'est le premier. Et puis, vous avez revoyé le sport à la base, et vous savez que certains dirigeants ne sont pas du tout sérieux. On parle de la catégorie, par exemple, des moins de 17 ans. Eh bien, on va vous fabriquer des garçons de 30 ans qui vont jouer contre les petits de 16 ans, 15 ans. Et la CAF vient de prendre des dispositions à ce niveau. La CAF a modifié une de ces lois, l'article 27 du règlement de cette compétition. Boris Chota, reportage. Réuni le 4 avril 2023, le comité exécutif de la CAF a examiné l'article 27 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Cette démarche du comité exécutif fait suite aux recommandations de la commission d'organisation des jeunes et la commission médicale qui veut aider l'instance fêtière du football africain à lutter efficacement contre la fraude sur l'âge lors des prochaines éditions de la CAN U17. Dans une note circulaire envoyée ce mardi 11 avril aux associations membres, la CAF informe que le comité exécutif a décidé d'apporter des modifications à l'article 27 du règlement de la CAN U17. Selon le nouvel article, la CAF se réserve le droit de faire un autre test d'éligibilité IRM pour les joueurs des 12 équipes dans le cadre du tournoi final. Si après avoir effectué le test d'éligibilité IRM pour une équipe et que 4 de ces joueurs au plus se sont révélés non éligibles, toute l'équipe participante sera disqualifiée. Le point 5 de l'article 27 modifié précise que si après avoir effectué le test d'éligibilité IRM pour une équipe participante, 1, 2 ou 3 de ces joueurs se révèlent inéligibles, les joueurs ne seront pas autorisés à participer à la compétition. Leur équipe sera, elle, autorisée à participer à la compétition, mais ne sera pas autorisée à remplacer les joueurs inéligibles. Pour le point 6 de l'article 27, relatif aux procédures, la CAF indique que les équipes participantes peuvent être soumises à des tests IRM qui doivent être effectués 5 jours avant le début de la compétition. La CAF se réserve le droit d'effectuer le test IRM à tout moment avant ou pendant la compétition. Selon le nouvel article, toute demande de deuxième lecture pour un joueur jugé inéligible doit être adressée à la CAF par courrier électronique 3 heures après la notification du résultat de la première lecture. Sans transition, nous allons parler de basketball. Pour la première fois, l'Afrique accueille le NBA. C'est bien ça, hein? Ça, c'est le basketball. NBA Academy Showcase. Le reportage est signé Baker Sanguita. Le Sénégal a accueilli le jeudi 7 avril 2023 le premier NBA Academy Showcase organisé sur le continent. Un rendez-vous auquel participent 71 jeunes pensionnaires de différentes académies de la Ligue de basket nord-américaine à travers le monde.
C'est une grande première en Afrique. Ces jeunes viennent de 26 pays. Pendant 4 jours, ils ont rivalisé sur le parquet de la NBA Academy Africa installée à Saly au Sénégal. Il s'agit du tout premier NBA Academy Showcase organisé sur le continent africain. Ceci constitue une opportunité pour les jeunes d'éclore leur savoir-faire en la matière et de jouer dans la cour des grands. Pour ce jeune talent, ce NBA Academy Showcase est donc une occasion en or pour impressionner de nombreux recruteurs qui ont fait le déplacement. Une très bonne nouvelle aux yeux des dirigeants de la NBA Academy Africa, très confiants pour l'avenir de ces jeunes talents. Les scouts du monde entier puissent venir et se sentir confortables pour venir en Afrique en général, mais particulièrement ici aujourd'hui au Sénégal, pour voir ces jeunes-là, pour voir ce que les jeunes ont à offrir au monde du basket. Là, beaucoup d'entre eux ont le niveau en ce moment de jouer à la NBA. On en a quelques-uns qui, je pense et j'espère, vont faire la fierté de l'Afrique à la NBA dans les années à venir. Et ces jeunes talents ont démontré sur le parquet de la NBA Academy Africa à Saly qu'on peut compter sur eux. Entre envie et détermination, ils ont livré de prestations de haute volée sous le regard très attentif des scouts dont certains semblent déjà sous le charme de quelques pépites. Un nouveau chapitre pourrait donc s'ouvrir dans quelques mois pour certaines d'entre elles. L'Afrique regorge assez de talent pour se faire une place sur les grandes compétitions internationales. On reste avec vous, Baker Sanguita, pour parler des premiers Jeux de la zone 3 de Lac Noir. Entendez l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Eh bien, le volleyball féminin fait partie des disciplines sportives retenues pour ce rendez-vous prévu du 3 au 9 septembre 2023 à Lomé, au Togo. Baker Sanguita, son et images. Le volleyball féminin fait partie des disciplines sportives retenues pour les premiers Jeux de la zone 3 de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique ACNOA, prévus du 3 au 9 septembre 2023 à Lomé, au Togo. Les Jeux de l'ACNOA sont des compétitions sportives organisées en Afrique. La décision d'organiser ces Jeux avait été prise lors du forum sur le sport et l'olympisme en Afrique en novembre 2005 à Tunis 1. Dans chaque zone de développement sportif, les pays participants doivent organiser des Jeux. Les premiers Jeux de l'ACNOA se sont déroulés à Bamako du 23 au 28 décembre 2006 et ont réuni les pays de la zone 2. Cap-Vert, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie et Sénégal. La Sierra Leone, qui devait y participer, n'a pas effectué le déplacement. L'organisation de l'événement a été signée par le président du Comité national olympique du Togo, Knot Togo Akpaki Deladem, et le président de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, Jean Yameogo, le lundi 27 mars 2023 dans la capitale togolaise. Il faut dire que le Togo, pour une première fois, a remporté l'organisation des Jeux face à son voisin du Ghana, compte tenu de son implication et de ses infrastructures pouvant abriter cette compétition qui prépare déjà les athlètes africains pour la grande messe parisienne Jeux Olympiques Paris 2024. Plus de 600 athlètes prendront part à cette compétition pour l'édition prochaine. La compétition est réservée aux seniors dames des 8 pays de la zone 3, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Niger, Nigeria, Libéria et Togo. Dans le cadre du développement pour multiplier les compétitions, il a été instauré des compétitions pour donner beaucoup plus de punch aux athlètes tels la boxe hommes et femmes, le breakdance, le tir à l'arc, le take-ball et la lutte codifiée. L'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, est une organisation internationale basée à Abuja, au Nigeria, réunissant 54 comités nationaux olympiques africains. Elle a été fondée le 28 juin 1981 à Lomé par Anani Matia et Yuan Antonio Samaranch avec l'aide d'Idnekachev Tessama. Elle portait alors le nom d'Institution olympique panafricaine au service du sport, de la jeunesse, du développement humain et de la promotion des valeurs olympiques. Allez, Kaboulo, Moana Kaboulo, vous le connaissez certainement, c'est notre éminent confrère qui est nommé ministre des Sports du côté de la RDC, la République démocratique du Congo. Aussitôt qu'il a pris les rênes du ministère des Sports, il s'est rendu directement au Caire. C'est un connaisseur pour un plaidoyer. Il a été donc rencontré les autorités de la CAF, il a plaidé le cas de son pays et vous allez suivre le reportage qui est signé Martial
Amenke. Son Excellence, M. François Kaboulo Mouana Kaboulo, autrefois journaliste sportif de renom, est désormais nouveau ministre des Sports de la République démocratique du Congo. Il a été accueilli le mardi 11 avril 2023 au Caire par le secrétaire général de la CAF, Véran Mosengo Omba, dans le cadre d'une importante réunion de travail. Ce dernier était accompagné des messieurs Guy Kabeya Mouana Kalala et Dieudonné Sambi Nsele Lutu, tous deux délégués FIFA CAF auprès de la FECOFA, Fédération Congolaise de Football Association. La rencontre qui s'est tenue au siège de la CAF, dont la capitale égyptienne, a permis de faire le point d'un certain nombre de sujets brûlants et d'envisager les perspectives de relance et le développement du football organisé en République démocratique du Congo. Après une présentation générale des mécanismes et principes de la réglementation FIFA-CAF qui régissent la collaboration nécessaire entre les associations de football membres autonomes et les autorités étatiques, il a notamment été question des mesures prises ou à prendre pour relever les défis, notamment la standardisation aux normes CAF de la qualité des stades de football susceptibles d'accueillir des compétitions CAF en RDC Congo, à commencer par la mise en conformité complète puis la réouverture des stades des martyrs de Kinshasa et Frédéric Kabissa Maliba de Lumumbashi. Pour ce faire, une équipe d'experts de la CAF est attendue en RDC dans les plus brefs délais pour faire l'état des lieux et s'assurer de la conformité des travaux en cours d'exécution avec la mise en place des principes de bonne gouvernance à la FECOFA conformément aux directives de la CAF et de la FIFA, y compris dans l'élection régulière du nouveau comité exécutif, la reprise du soutien de l'État au championnat congolais actuellement à l'arrêt, la formation des entraîneurs par le biais notamment de la convention des entraîneurs de la CAF présentée lors de cette réunion, la formation des arbitres, le développement du football féminin et des jeunes, le projet d'éventuelle organisation conjointe en RDC et au Congo-Brazzaville du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Au terme de sa première visite officielle, son Excellence M. François Kaboulo Mouana Kaboulo, nouveau patron du sport congolais, est conscient des défis à relever. Nous allons tous conjuguer des efforts de manière à ce que nous puissions aider tant soit peu le développement de ces sports. Il a ajouté qu'il reconnaît les attributions exclusives de la FECOFA en matière d'organisation du football en RDC, tout en rappelant l'apport significatif de l'État dans le financement du football en général. Il était donc important de préciser le cadre réglementaire des institutions afin qu'il n'y ait pas de confusion. Relevons le caractère concret et pratique de cette réunion, qualifiée de cordiale et encourageante. Le secrétaire général de la CAF a quant à lui relevé, je cite, « En Afrique, le premier partenaire du développement du football est le gouvernement. La CAF entend être proactive dans les relations avec les gouvernements africains, dans l'intérêt bien compris du football sur le continent. » Merci Baker Sanguita, merci Martial Amenke. Et justement, on venait de parler de Kaboulo Mouana Kaboulo de la RDC, il est ministre des Sports. On reste donc en RDC pour parler du condensé de l'actualité sportive avec Chantal Kanyembe, notre correspondante. Eh bien, bonsoir. Eh bien, merci Félix. Ce sont des péripéties ouvrant cet échauffement par le ministre des Sports et Loisirs qui a accompagné le président de la République démocratique du Congo visiter les chantiers des infrastructures qui vont abriter les 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et le chef de l'État s'est rassuré de l'évolution des travaux de cet ouvrage exécuté à 80%. Sur la route pour le 9e jeu de la francophonie de Kinshasa qui débute en juillet prochain, les écueils tombent petit à petit. Et le constat était fait ce samedi 8 avril 2023 par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite d'inspection sur les sites devant abriter ces jeux de promotion des talents de la jeunesse de pays francophones. En présence du Premier ministre, de ministres sectoriels, du gouverneur de la ville et de plusieurs autres officiels, le président de la République a visité le gymnase jumelé en phase de finalisation sur ces sites de l'esplanade du stade de Martyrs. C'est ici que seront pratiquées de nombreuses disciplines sportives. Cette importante construction a eu une capacité d'accueil de 5000 places assises. Et d'après les ingénieurs de l'agence congolaise de grands travaux trouvés sur place, le niveau d'exécution des travaux est estimé à 80%.
Dans le même enclos, le président de la République a inspecté juste à côté le travaux de modernisation de l'ancien stadium de basketball qui avait une capacité de 600 places. Cet ouvrage vient d'être modernisé avec l'ajout de plusieurs compartiments qui vont amener sa capacité à près de 1000 places. D'un site à un autre, le président de la République a été par la suite voir les travaux d'aménagement du stade Tata Raphaël. Ici, beaucoup reste à faire. L'occasion a été donnée à Félix Tshisekedi d'exhorter les différents prestataires à plus d'abnégation et de célérité dans l'exécution des travaux. Et c'est sur ces entrefaites que le cortège présidentiel a pris la direction du site de l'université de Kinshasa, point de chute de son itinérance. Il se tiendra du 28 avril au 14 mai prochain à Ouzbékistan, les championnats du monde des boxe et la République démocratique du Congo y sera représentée avec 7 léopards dont Mbaya Mulumba mi-welter, Steve Koulenguka super welter, Pita Kabey mi-lourd, Nathan Beli lourd léger, William Mukwewa à lourd et Maroy Sadiki super lourd. Nous souhaitons bonne chance à nos boxeurs. Pour la 6e fois consécutive, Amos Mbayo est réélu à la tête de la Fédération des handball du Congo. 29 voix sur 29 votants. La pratique du handball au niveau scolaire et l'organisation de la CAN handball en République démocratique du Congo en 2028. Voilà les deux objectifs de ce nouveau comité. Depuis Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, Chantal Kayembe pour l'échauffement. Direction à présent le Bénin où on retrouve Gildas Adimou. Bonsoir. Bonsoir à vous, Félix Sondé, PPRP, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue à Cotonou, bienvenue au Bénin pour le condensé de l'actualité sportive. On parlera essentiellement dans ce condensé du cyclisme avec le Tour cycliste international du Bénin et qui sera à sa 18e édition du 2 au 7 mai prochain. 14 pays seront à Cotonou, seront au Bénin avec 15 équipes, dont soit 15 coureurs pour une distance totale à parcourir de 748 km. Ce sera un tour cycliste, pardon, et pour visiter carrément tout le Bénin. On va aller de Paracourt à Djougou, en passant par Savé à Bomé, et Komé, Kétour, Ouida, Porto Novo, et bien évidemment le Grand Prix de Cotonou qui va clôturer ce tour cycliste. Voici le parcours officiel de la compétition. Dès le 2 mai prochain, on va commencer avec la toute première étape entre Paracourt et Djougou, long de 132,53 km, départ à 8h, arrivé à 11h30. Deuxième étape, 3 mai 2023, Paracourt Savet, 156,42 km, départ 8h, arrivé midi. Troisième étape, 4 mai 2023 à Bomé et Commun, 140,52 km, départ à 8h, arrivé à 11h30. Quatrième étape, 5 mai 2023, Kétou Porto Novo, 109,45 km, départ à 8h et arrivé à midi. Sixième étape, Serrouet, Cotonou, 135 km, départ à 8h, arrivé à midi. Et on va finir, on va clôturer la boucle avec le 7 mai prochain, le Grand Prix de Cotonou, avec un circuit fermé entre les routes de pêche et Cotonou, long de 104,4 km, départ 14h, arrivée et 17h30. Ce sera tout pour le condensé de l'actualité sportive cette semaine sur One TV, Gildas Adimou, Cotonou, One TV. On va à présent en Mauritanie. Nous voici donc à Nouakchott avec Hachim El Yemani. Bonsoir. Bonsoir Pépéripé, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et bonsoir également à ceux qui partagent avec vous ce charmant plateau. Ainsi, on a joué le week-end prolongé, les 8e de finale de la Coupe nationale de football, communément appelée
Coupe du Président de la République. Au menu de ce troisième tour qui s'est joué au stade Cheikha Ould Bouidia, il y a eu 8 affiches, dont l'une aura lieu le 24 avril prochain et va opposer le FC Nouadhibou à l'AS Police. Samedi en ouverture, l'amicale des douanes a écarté l'armée nationale. Et en deuxième heure, Inter de Nouakchott a arraché son ticket face à la Concorde au tir au but 5-4 après une parité vierge. Dimanche, les Galactiques du FC Tevrak Zeina avaient éliminé la Garde nationale sur le score de 2-1. Et en deuxième heure, Nouakchott King pliait ses bagages devant l'Exar par le score d'1-2. Lundi, en première heure, Chemal FC renversait le Trarza Athletic Club de Rosso 4-2. Et pourtant, l'équipe de Rosso avait ouvert la marque. En deuxième heure, le choc entre la Gendarmerie et Kaïdi Football Club s'achevait à l'avantage de la première à la série fatidique des tirs au but après une parité vierge. Mardi, en match unique, l'ASNIM s'est imposé devant l'AS Pompier au tir au but 4-2 après un match nul, 1 but partout. Maintenant, passons au championnat de la deuxième division de la zone de Nouakchott qui bat son plein. Et c'est toujours l'équipe du FC Brakna qui mène le bal avec 23 points, suivi de Wydad Arafat avec 20 points, de l'armée nationale à une seule longueur de moins et de l'AS Pompier qui n'a pas encore dit son dernier mot avec 18 unités. Sachez simplement que le FC Médina 3 est la jeunesse d'Uxar. Eh bien, on va à présent au Cameroun, où on retrouve Tech Bax, notre correspondante permanente pour le condensé de l'actualité sportive. Bonsoir. Bonsoir, c'est du côté du Cameroun que nous vous recevons. Nous espérons que vous allez bien. Nous allons commencer par le basketball en vous disant que Dulcie Fonkam est la deuxième Camerounaise qui risque officiellement d'entrer dans le NBA. NBA féminin, bien sûr. Elle va venir après, on le sait, Alvin Mendeng, qui a été la première Camerounaise à figurer dans les équipes NBA féminin, Women's NBA, évidemment. Et on va lui souhaiter bon vent. Et on se rappelle que l'ambassade du Cameroun, l'ambassade des États-Unis au Cameroun à Yaoundé, lui a adressé à travers un tweet toutes les félicitations. Nous allons continuer avec André Onana. Oui, c'est notre gardien du Cameroun qui a fait un clean sheet avec 6 clean sheets et automatiquement dans 9 matchs. Vous vous rendez compte, c'était super, c'est très propre quoi. On voit que ça porte ses fruits après tout le tourbillon qu'il a traversé. Il nous donne l'impression qu'il a appris et qu'on attendait très souvent avec un but. Parce qu'on savait toujours qu'on doit, c'est un but à chaque match. Mais là, on se rend compte qu'il a grandi, il a mûri et il retravaille sa façon de faire les choses. On va dire qu'il y a Vincent Aboubakar aussi qui est en train de faire bouger les choses parce que ces 2 buts étaient époustouflants. Il a fait bouger la Turquie. On se dit que pour cette 28e journée, ce sera encore plus fort. On va rentrer encore dans le basket parce qu'on a Embiid Joel qui a fait de belles choses. Et on s'attend à ce que le MVP de cette année, de cette saison, ce soit lui. Oui, on parle de Nikola Jokic, on parle de Gianni, je crois. Mais on est en train de miser sur notre grand Embiid pour pouvoir prendre le MVP Award, comme ça, pour cette année. On va continuer avec le Cameroun. On va dire que la fédération de football camerounaise est en train d'envoyer des encouragements, un soutien à Bokele. Vous le savez actuellement sur les réseaux sociaux, il est face à des attaques racistes. MTN Elite One, c'est très chaud là-bas avec Auton Sport qui est en train de jouer très fort parce que nous le savons, on attendait une victoire face à Colombe du Djaïlebo, ce qui n'a pas été le cas.
C'était un match nul qui ne présage rien d'encourageant. Et on espère qu'avec UMS de Loum, la prochaine confrontation, il aura l'occasion de se rattraper. C'est très important et on se rappelle que nous sommes en train de bouger dans la 14e journée, très bientôt la 16e, pour pouvoir faire bouger les choses. Et il faut préciser déjà que du côté de la Colombe du Dja et le Ban, il y a eu sanction avant le match contre Coton Sport de 4 joueurs pour indiscipline, non-respect de l'entraînement et voilà, beaucoup de choses pas très agréables. Mais je pense que s'il y a une sanction, automatiquement les choses vont rentrer dans l'ordre. Globalement, on va vous faire un petit round-up et vous dire que actuellement, dans le cadre des MTN Elite One, nous avons UMS de Loum qui tient la tête avec 33 points, suivi automatiquement de Canon de Yaoundé avec 31 points. Et Coton Sport, on l'espère, va pouvoir se remettre à jour. Il faut rappeler que voilà, que beaucoup de choses sont en préparation et qu'on espère que les choses vont bouger. On a Sport FC avec 27 points qui suit directement, voilà, Canon de Yaoundé. C'est ça un peu l'actualité sportive, on vous balade un peu dans tous les horizons. On espère que prochainement on aura plus de détails parce qu'il y a beaucoup qui se préparent dans les chaumières et on espère vous apporter plus de détails. Je suis Tessa depuis le Cameroun, j'espère que vous allez bien. Portez-vous bien, à très bientôt. Allez, en Algérie maintenant, on retrouve à Constantine notre correspondant Ismaël Benkaïdia pour le condensé de l'actualité sportive. Bonsoir. Bonsoir FSP. Eh bien, le championnat algérien est un peu à l'arrêt en raison du mois de Ramadan, cette dernière semaine. Eh bien, c'est l'occasion pour la Ligue nationale de faire jouer les matchs retard. On le sait, les équipes algériennes engagées en Coupe continentale sont toujours qualifiées en quart de finale. On a donné, bien sûr, les adversaires des équipes algériennes la semaine passée. Donc, c'est l'occasion pour jouer les matchs retard. Et donc, mercredi, c'est joué le match entre l'USMA d'Alger et l'USM Khenchela. L'USMA d'Alger a remporté une victoire 2-0 grâce à un but de Lilette à la 15e minute de jeu et Benzaza à la 34e minute de jeu, avec bien sûr comme objectif de s'approcher le plus près possible du podium, donc avec cette place, 4e place au point, mais 5e parmi les équipes. Eh bien, l'USMA d'Alger aura encore un match retard contre la JS Kabylie dimanche, et ça sera un match assez difficile, d'autant plus que la JSK eh bien, a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre contre le PAC Paradou, son adversaire direct pour la lutte pour le maintien. Alors, pour les autres matchs, le Mouloudia d'Alger s'est un peu requinqué en allant prendre 3 précieux points à Magara, grâce à Ayoub Razala qui a marqué l'unique but de la rencontre, et c'est à 3 points en déplacement qui valent leur point, leur pesant d'or, pardon. Alors, les autres matchs, jeudi, ce soir, à 22h30, CRB Paradou, là aussi, c'est le duel des extrêmes, le leader contre une équipe potentiellement menacée par la relégation. Donc, le match à 22h30, eh bien, sera très intéressant à suivre, tout comme lundi, le Mouloudia d'Oran qui recevra le CRB soumis à un rythme d'enfer pour, bien sûr, épurer et jouer les matchs retard. L'autre match, les deux autres matchs qui se jouent en mardi, le CS Constantine recevra le PAC Paradou en milieu d'après-midi à 15h45, alors que Saoura recevra l'équipe de Magala en soirée à 22h. Voilà, pour rester complet, on vous donnera juste le dernier classement. Le CRB reste toujours leader avec 44 points, suivi du CSC avec 37 points, et le Mouloudia d'Alger et l'Entente de Sétif, tous les deux 3e à 35 points, suivi de près par l'USMA d'Alger avec 32 points. En bas du classement, Chelromleid relégable, déjà on ne le compte plus, lanterne rouge depuis le début du championnat. Eh bien, la JS Kabylie reste menacée avec ses 17 points, et le Paradou, eh bien, n'est pas très loin à 20 points. On va terminer seulement avec une information
pour l'équipe, concernant l'équipe nationale, Algérie, Ouganda, eh bien, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, se jouera le 12 juin, mais où, c'est la question que se pose, les Ougandais veulent recevoir au stade de Nombol de Kampala avec les 60 000 spectateurs, mais le stade n'est pas encore prêt. Et donc, la question que se pose, où se jouera le match Ouganda-Algérie, sachant que l'Algérie est déjà qualifiée et il ne reste plus qu'une place en jeu pour les autres équipes. Voilà, c'est la dernière info FSP. Je vous souhaite une bonne fin de Ramadan et on se retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah, à 2 jours de l'Aïd. Allez, bonsoir. On termine par le Burkina Faso avec Antoine Bationo. Bonsoir. Bonsoir Félix Sounde Pépéripe. L'actualité sportive est marquée cette semaine par le départ des étalons U17 pour l'Algérie, où doit se dérouler la CAN U17. Les étalons ont embarqué dans la nuit de mercredi à ce jeudi. Précisément, ils ont quitté ce 13 avril, jeudi 13 avril, autour de 1h du matin, pour un vol direct sur Alger. Après 3h30 de vol, ils sont arrivés autour de 4h du matin, installés dans leur hôtel. Ils sont au repos, selon les dernières nouvelles, et vont entamer dès cet après-midi leur premier entraînement. Ils y sont pour déjà prendre le pouls de la température de l'Algérie, où ils doivent jouer 2 matchs amicaux. C'est la préparation, la dernière ligne droite de la préparation avant la CAN qui commence le 29 avril. Ils vont jouer 2 matchs amicaux contre l'Algérie U17. Et dans cette perspective-là, avant de partir, ces étalons ont été reçus par le ministre des Sports qui avait à ses côtés le ministre de la Communication. Le ministre des Sports, Boubacar Savadogo, et son homologue de la Communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, ont encouragé les jeunes garçons, leur ont motivé, leur ont mis devant le fait que c'est un nouveau sacrifice qu'ils doivent faire parce que le pays vit une situation difficile. L'entraîneur et les joueurs ont promis de se battre, hisser haut le drapeau national. Il y a 2 objectifs à relever l'entraîneur. C'est d'abord jouer les demi-finales qui vous donnent droit à une place pour la Coupe du Monde parce que les 4 demi-finalistes sont qualifiés d'office pour la Coupe du Monde U17 et ensuite chercher à remporter le trophée. C'est possible pour avoir été finaliste du tournoi UFOAB face au Nigeria. Les étalons U17 espèrent revenir avec une médaille d'Algérie. En attendant, place au championnat national ce week-end avec un match intéressant ce vendredi entre le leader l'Est Douane et l'avant-dernier au classement général Étoile Filante de Ouadou, 15e sur 16. Alors, la particularité de ce match, c'est que les 2 équipes s'affrontent ce week-end pour le championnat et les 2 équipes doivent se retrouver une semaine après pour les demi-finales de la Coupe du Faso. Voilà, l'AS Douane qui vise le doublé, l'EFO qui veut sauver sa saison avec la Coupe du Faso et peut-être travailler assez. Maintenir, c'est ce vendredi au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo. C'était Antoine Bationo depuis Ouagadougou pour One TV. Arrêt sur image avec Martial Amenke. Il s'agira donc de la triste fin d'un footballeur tunisien qui s'est immolé. Suivez plutôt. Le footballeur tunisien Nizar Issaou s'est immolé par le feu ce lundi. Issaou a indiqué avoir été accusé d'être impliqué dans une affaire terroriste alors qu'il ne faisait que porter plainte contre un marchand de fruits qui vendait les bananes à 10 dinars le kilo alors que le prix de vente de ce fruit a été fixé par le ministère du Commerce en mars dernier à 5 dinars par kilo. Les faits ont eu lieu suite à un accrochage avec un marchand de fruits
et légumes à propos du prix des bananes. Nizar Issaoui a été victime de brûlures de second degré. Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on y voit Nizar Issaoui furieux entouré par une foule en ébullition racontant sa mésaventure avant de mettre le feu à son corps. Issaoui, 35 ans, a évolué notamment à l'Union sportive monastirienne et à El Gawafel de Gafsa. Et voilà, allez, coup de cœur, coup de gueule, on commence par vous, GPP. Allez, mon coup de cœur va à l'endroit de ce joueur nigérian évoluant du côté des sous-marins jaunes en Espagne, Chukwueze, qui a été auteur d'un match majestueux face au Real de Madrid. C'était un week-end dernier où il a d'ailleurs offert un magnifique but, le troisième, à son équipe grâce à un magnifique enroulé qui a laissé pantoir le gardien merengue Thibaut Courtois. Et mon coup de gueule va à l'endroit des responsables des clubs béninois. On ne va pas chanter tout le temps qu'on est dans le professionnalisme et laisser des joueurs avec des mois de salaire impayés et se bomber le torse d'être des dirigeants. Il va falloir que quand on parle de professionnalisme, qu'on soit à même de pouvoir remplir toutes les conditions et le faire véritablement. Théophile Lazare. Oui, mon coup de gueule d'abord, je vais directement parler de ce joueur africain. Il s'agit bien évidemment de Sadio Mané. Sadio Mané qui a été auteur de ce que nous dénonçons tout le temps ici, la violence dans les stades. On a tout le temps dénoncé. À l'issue donc de ce match, bien évidemment des quarts de finale de la Ligue européenne des clubs champions, eh bien, il a frappé dans le visage le roi Sané, ce qui n'est pas une bonne chose. Le football, c'est le fair play, on l'a toujours dit. Il aurait été beau champion d'Afrique. Et tout ce qu'on connaît de lui, joueur vraiment exemplaire, tout ça, mais ce coup, eh bien, c'est né à ce joueur sur le terrain. Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Il faut décourager ces genres de comportements qui portent atteinte, n'est-ce pas, à son intégrité, enfin à l'intégrité physique de l'adversaire et aussi à l'intégrité morale du joueur. Donc, il sera suspendu pour le championnat, la 28e journée de la Bundesliga. En l'occurrence, c'est son partenaire. Oui, exactement. Donc, je crois qu'on ne doit pas porter le coup. Le football, ce n'est pas vous l'avez toujours dit, le karaté ou le judo. Ni le pugilat. Donc, il faut éviter ça. Et ce n'est pas bon pour lui. Votre coup de cœur, Théophile Lazare. Mon coup de cœur va à l'endroit donc des jeunes qui ont pris part à ce championnat scolaire, enfin championnat d'Afrique scolaire de football de l'autre côté de l'Afrique du Sud, où ils ont fini, eh bien l'équipe du Bénin, les jeunes, du CEG Saint-Rita, ont fini donc à l'étape des demi-finales. Je crois que c'est une très bonne chose. Il va falloir que les garçons continuent comme ça. C'est important. Il ne faut pas qu'on s'arroge bien de l'effectif pour l'attribuer à telle ou telle chose. Donc, franchement, les filles également, je les félicite parce que ce n'est pas facile. Aller jouer dans ces conditions, je crois que c'est une très bonne chose. Et l'entraîneur, Séverin Danha, c'est important. Professeur Abalo, votre coup de cœur et votre coup de gueule. Mon coup de cœur doit s'appuyer, va en prenant appui sur le coup de cœur de Théophile et nous donnant raison sur la thèse que nous défendions que s'il faut miser sur la jeunesse se trouve où? Eh bien, la jeunesse se trouve à l'école. Saint-Rita vient de nous donner de bel exemple de cette chose. Mon deuxième coup de gueule, et je ne sais pas si c'est un coup de gueule en tant que tel, mais c'est la question suivante que je pose aux dirigeants. Doit-on continuer à vivre le bénévolat, loi 1901, doit-on continuer et à ne jamais participer à une Coupe d'Afrique et à ne jamais gagner une Coupe d'Afrique des Nations? La grande question, doit-on continuer à vivre le bénévolat en continuant à vivre à la loi, à travailler sur la base de la liberté d'association et ne jamais, ou bien alors transformer le bénévolat en affairisme? C'est fort, hein? Donc, la prochaine fois, j'ai envie de vous demander de répondre. Très bien. De répondre à cette préoccupation. Je vous le dis humblement. Oui. Cette préoccupation. C'est terminé avec le bénévolat depuis.
cette préoccupation... Quand vous initiez le bénévolat, vous devenez voleur. C'est clair. Tout à fait. Alors que tout travail mérite salaire. Tout à fait. C'est clair. Tout à fait. À la CAF, à la FIFA, un peu partout, c'est comme ça. Très bonne question. Voilà. Lorsque vous me retournez la question, je vous disais que la question n'était pas de moi. Voilà. Je l'ai suivi sur RFI. Voilà. Et la réponse a été claire. Il faut rompre effectivement avec la loi 1901 et se tourner définitivement vers la professionnalisation des pratiques. Mais attention, il faut que la loi 1901, même si elle doit subir des transformations, il faut qu'elle reste le noyau dur de toute forme d'organisation. Voilà. Sauvegarder la liberté d'association. Et c'est cette forme d'association qui doit servir de levier pour... Voilà. Et voilà, votre coup de cœur à présent. Ah oui, mon coup parce qu'il n'y a eu que des coups de gueule. Mon coup... Je voudrais féliciter les élèves du CG Saint-Rita pour leur brillante prestation. C'est votre collègue qui est directeur du CG Saint-Rita. Tout à fait. C'est la preuve que les preuves d'éducation ne seront pas chauvins, mais quand on leur confie une responsabilité, eh bien, ils le font. Affirmatif. Tout simplement parce qu'ils ont la notion de leur... C'est important, il faut la discipline. Voilà. Allez, mesdames et messieurs, c'est terminé et je voudrais faire un gros coucou à mon chef de production, c'est Martial Amenke, qui a fait un travail formidable, sans oublier notre maquilleuse, Naomi Babaté de Beauty Trend, c'est bien ça. Merci, parce que c'est elle qui nous rend beau ici sur le plateau. Et je dis bon anniversaire à deux de nos correspondants, celui de l'Algérie. Ah oui, Ismaïl Benkedia, et puis notre correspondante de la RDC, Chantal Kayembe. Voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Alors, on se retrouve jeudi prochain, si Dieu le veut. Salut chez vous.